Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas proposé de live. J'espère que vous m'entendez. Hello! Aujourd'hui, ça va être un sujet sensible et tabou. Bon, tabou, ça dépend pour qui. Parce que dans la communauté africaine ou même en Afrique, c'est des sujets tabous dès qu'on va parler de sexualité, dès qu'on va parler d'abus et d'inceste. Donc, c'est vraiment tabou en fait. Je dis dès qu'on va parler, est-ce qu'on en parle même? On n'en parle pas beaucoup. Donc, ce soir, on va en parler. Et je vais accueillir Nelly, qui est fondatrice de l'association Toute une vie. Elle va nous parler de son association, de son vécu, puisque malheureusement, elle est passée par là. Pourquoi elle a créé son association, de son vécu, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, parce que ça fait des années, comment elle se sent aujourd'hui. Puis après, aujourd'hui, c'est dense, parce qu'après, j'ai une autre invitée qui va intervenir, et là, en fait, on va parler de comment se reconstruire. C'est une thérapeute, donc elle va nous parler de comment se reconstruire, vers qui, où demander de l'aide, vers qui se diriger en fait. Donc voilà, ça va être un peu le déroulé de ce live. Donc on attend Nelly. J'espère qu'elle va pas tarder à nous rejoindre. Je vais voir déjà si elle est là ou pas. Euh, Coucou Flora, j'espère que tu vas bien. Alors, Nelly n'est pas encore là. Coucou Tata, ça va? Merci. Donc voilà, donc c'est deux intervenantes du coup, hein. Donc Nelly qui va nous parler bah, de son vécu, de son association. Alors Nelly, c'est pas la première fois qu'on collabore. Ouais. Oui, Pour ceux qui me suivent et qui me suivent sur YouTube, même sur Instagram, parce que j'avais partagé une petite partie de notre échange la dernière fois. On avait fait une vidéo ensemble mhm, et c'était d'ailleurs une vidéo qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Et mhm. cette vidéo avait beaucoup touché également bah, ceux qui l'ont regardée parce que juste à lire les commentaires, on voyait que waouh, et la plupart de ce qui revenait, c'est waouh, c'est qui cette femme forte? Tu vois? Alors, Alors ce soir, tu vas nous parler de ton vécu, de ton association. Et comme je mhm, t'ai dit, il y a Atmata qui est là, qui sera en deuxième partie. mhm, Et on va vraiment, avec Atmata, ça va être vraiment sur comment se reconstruire. mhm. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, peux-tu te présenter bah, à mes abonnés qui sont là ou des abonnés et nous parler de ton association, s'il te plaît. Alors, je suis Nelly Flore, maman de deux petites filles et voilà, j'ai créé l'association Toute une vie il y a un an de cela, mais voilà, j'étais encore énormément en retrait parce que ce n'est pas une action évidente à faire. Voilà, Toute une vie est une association qui porte sur les abus sexuels sur enfants en milieu familial. Donc, on parle d'inceste. Ok, Voilà. d'accord. Bah, du coup, bah, là, tu as bien... parce que moi, c'était quelle est l'histoire derrière la création de cette association? Parce qu'il y a toujours une histoire. Donc, quelle est Mhm. l'histoire derrière? Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, à créer cette association? Alors, j'ai créé toute une vie suite à un vécu personnel, dans la mesure où je suis moi-même une victime d'abus sexuels incestueux de la part du frère à mon père. Lorsque j'étais enfant, je devais avoir 4 ans par là. Et il s'est avéré des années plus tard, lorsque j'ai parlé, mes sœurs aînées ont également parlé. Il s'est avéré que nous étions 4 sur 5 filles à avoir été abusées par cet homme-là, qui est le frère de mon père. Dans toute une vie, c'est un projet personnel et familial, on va dire ça comme ça. Et donc, pour moi, comme je le dis souvent, c'est un moyen d'action. C'est pour moi une façon d'agir
lorsque je me suis reproché longtemps de m'être tue, de n'avoir pas parlé, et lorsque j'ai même reproché à mes sœurs aînées de n'avoir pas parlé. Voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est une façon d'agir, de dire non, stop. Mm. Voilà, c'est qu'on a vécu et à ce que plusieurs petites filles et petits garçons vivent. Donc, voilà. Donc, on a eu le temps d'échanger avant ce live et tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment plus que touchée en fait. Oui, Parce que tu m'as dit qu'il y a eu quelque chose qui a vraiment, qui t'a donné oui, le déclic. Parce que à un moment donné, oui, vous en avez parlé, mais il y a un truc, un événement qui t'a vraiment euh, donné le, inspiré. voilà. Est-ce que tu veux nous partager, et tu veux partager cet événement avec nous? Oui, alors, il y a exactement 2 ans, parce que ma grande sœur aînée est décédée le 27 novembre 2021. Et donc, il y a exactement 2 ans, j'ai perdu ma grande sœur aînée qui a pratiquement vécu toute sa vie dépressive. Et je suis persuadée que son état est lié à ce qu'elle a vécu dans l'enfance. Donc, son décès a créé une révolte à moi. À la base, lorsque je pense à créer cette association, c'est pour lui rendre hommage. Je comptais appeler cette association Reine Paul parce qu'elle s'appelait Reine Paul, ma grande sœur. Mais après, bon, j'ai changé le nom parce que j'ai voulu ouvrir les portes, les horizons, l'horizon à d'autres personnes, à d'autres victimes, à d'autres personnes sensibles à cette cause-là. Mais à la base, lorsque je pense à créer cette association, c'était une révolte pour la vie de ma sœur qui a souffert toute sa vie de ce qu'elle avait vécu dans l'enfance et voilà, qui est partie pour moi dans la douleur. Donc pour moi, c'était une façon de parler pour elle Mm. et pour nous, parce que voilà, on partage le même combat au-delà du Mm. sang. Bravo à Ouais. toi. On sent l'émotion quand tu en parles. Et c'est Oui, quelque chose de alors, profond, oui, c'est il y voilà. a Fatimata qui dit magnifique hommage et vraiment magnifique hommage. Oui. Merci. Alors, on va continuer, puis après, on va lire les commentaires après. Alors, quelles sont les missions de toute une vie? En fait, quelqu'un euh, qui contacte toute une vie, enfin, quelles sont les missions? Qu'est-ce que toute une vie, comment vous allez aider, en fait, soit les victimes ou même ceux qui ne sont pas encore victimes? Victime. Alors, nous avons voulu, parce que j'ai créé cette association avec ma petite sœur il y a Mm, 1 an de cela, et pour nous, l'idée, c'était de mettre un point d'honneur à la prévention, à la mm, sensibilisation et à la communication autour de ces faits-là. Parce que je mm, pense qu'on n'en parle pas ainsi. L'idée pour nous, c'était d'éviter, mm, si c'est possible, dans la mesure du possible, qu'un enfant vive ce qu'on a vécu. Maintenant, pour ceux comme moi qui sont des victimes ou pour des familles qui font face à l'inceste, mm, nous sommes en collaboration, pardon, avec une association française face à l'inceste, qui est la première association d'inceste en France, qui lutte contre l'inceste en France et qui par l'occasion essaie de se battre pour qu'on puisse laisser plus de temps aux victimes pour s'exprimer mm, et, et ensuite au Cameroun, parce que voilà, c'est les deux zones pour le moment sur lesquelles nous avons la main mise. Ensuite au Cameroun, nous avons le RENATA, qui est une association également sur le terrain, qui est là depuis des années et vers lesquelles nous pourrons rediriger les victimes concrètes qui ont besoin d'être accompagnées directement sur le terrain. Notre action est beaucoup plus préventive. L'idée est, on se dit, en communiquant plus, nous allons conscientiser les gens, nous allons conscientiser les responsables d'enfants parce qu'on ne se rend parfois pas compte que le danger où on est. Tu sais, on ne nous apprend pas que on nous apprend pardon que l'étranger est celui qui peut potentiellement nous faire du mal. mm. On ne nous apprend pas que ça peut venir de l'intérieur. Oui. Donc il faut peut-être prendre d'autres critères en compte en dehors du lien familial, en dehors du lien sanguin, en dehors de la communauté pour pouvoir confier son enfant à quelqu'un. Donc pour moi, pour nous, l'idée est vraiment de conscientiser les gens
de se rendre compte que ce ne sont pas des actes anodins, de se rendre, confier son enfant à une personne, c'est confier la vie de son enfant à cette personne-là. Parce que en 10 minutes, on peut mettre en néant tous les efforts ou tous les souhaits qu'on aurait voulu pour son enfant. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'agir avant l'acte, d'éviter voilà, en conscientisant, en prévenant, en communiquant énormément autour de ces faits-là. Voilà, dans l'idée, on espère de préserver l'innocence de ces enfants-là. Ça serait bien qu'on ait moins de victimes. C'est quelque chose de très, très douloureux à porter, surtout pour des enfants. Les enfants ne doivent pas penser à certaines choses. Les enfants ne doivent pas se poser certaines questions essentielles. L'enfant joue, l'enfant mange, l'enfant dort. L'enfant n'est pas censé se poser des questions existentielles sur sa vie. C'est trop lourd à porter pour des enfants. Voilà, l'idée, c'est d'agir avant acte. D'abord, mais pour ceux qui sont déjà dans l'action, enfin, pour ceux qui sont déjà dans les faits, ceux qui font face aux douleurs liées à ces actes-là, voilà, nous les redirigeons, vers cette association en France face à l'inceste et vers le Renata pour le Cameroun. On espère qu'on pourra travailler avec d'autres associations dans le monde, mais essentiellement en Afrique. Parce que, voilà, nous sommes plus dans le contexte africain et c'est un peu ça. D'accord. Alors, il y a plusieurs commentaires. Bravo pour pour cette association, car briser le silence n'est pas facile ni évident. Ça, c'est vrai. Bravo à vous pour ce témoignage et pour vos initiatives. Et il y a un climat favorable à la pédocriminalité dans nos communautés et notamment du Cameroun. Merci. Enfin, il y a beaucoup de commentaires. Oui, c'est important d'insister sur parce que en commençant, j'ai dit qu'on allait en gros sensibiliser. On va parler de la communauté et aussi du continent. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, les personnes, même si c'est encore difficile, mais les personnes osent en parler plus facilement. Ils sont moins jugés, alors que par exemple, en Afrique, c'est encore très tabou en fait. Et même dans nos communautés, j'ai déjà eu à faire un live témoignage avec une sœur qui est également sur Instagram, qui avait témoigné, puisque elle, c'était directement son père, en fait. Et les retours qu'elle avait, c'était, oui, mais par exemple, elle, c'était, oui, mais il t'a emmené en France. Moi, Est-ce que on me dit, tu es maman aujourd'hui, tu es mariée, occupe-toi de ta vie, Dieu t'a racheté en te donnant une belle vie, entre guillemets. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas. Oui, donc c'est important d'en parler, enfin même si quitte à se répéter, c'est à force d'en parler, ça va aider d'autres personnes déjà à se dire mais attends, c'est pas normal parce que c'est pas ma faute et c'est pas normal ce que j'ai vécu. Donc bravo encore. Moi, j'aurais souhaité, excuse-moi, Abiba, j'aurais souhaité plus jeune avoir en face de moi une personne africaine. Oui. Parce que une personne à laquelle je peux m'identifier, qui parlerait de ce que je suis en train de vivre, ce que j'ai vécu, pardon. Parce que on est en questionnement. Un enfant de 10 ans se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mérité ça? Est-ce que c'était normal? Est-ce que? Surtout lorsque, vous savez, le contexte, c'est dans la famille. Vous revoyez la personne souvent. Donc, ce n'est même pas facile de guérir parce que vous revoyez souvent la personne. Et donc, voilà, la personne a un certain poids, la personne a un peu une figure parentale ou bien paternelle pour vous. Vous ne comprenez pas. Donc, moi, je pense que je comprends que ce n'est pas de mon fait, je n'avais rien à me reprocher et que ce n'était pas moi le problème. Je le comprends il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais 30 ans. C'est 26 ans après les faits. Tu imagines? C'est 26 ans après les faits. Donc, tu imagines un enfant de 14 ans qui se pose ce genre de questions, un enfant de 8 ans. Moi, j'avais 4 ans lorsque je subis ce que j'ai subi. Tu imagines un enfant de 5 ans qui va se poser ce genre de questions, mais c'est... Tu vois, donc il faut en parler, il faut qu'on en parle. Moi, j'ai témoigné plusieurs fois dans des groupes, mais j'insistais pour être un anonyme. Oui. Et aujourd'hui, je me dis, mais je n'avais pas à me cacher. Ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est cet adulte qui avait autorité parentale quelque part sur moi, qui a posé cet acte-là, qui a posé ces actes-là. Et c'est important pour ces victimes que ces victimes comprennent
que ce n'est pas de leur faute. Mm. On ne vous a pas sali, on ne vous a pas brisé. C'est très important de le savoir. C'est important ces mots-là, de l'entendre. Mm. Parce que lorsqu'on ne l'entend pas, on reste dans les questionnements, on reste dans le flou. Les questionnements, même c'est un avancement, mais on reste dans le flou. On reste dans je dis souvent dans la lamentation, parce que moi j'étais en lamentation. On est dans un mal-être profond. On tourne, on tourne, on tourne. C'est un cercle vicieux, on ne comprend pas. Et un enfant n'est pas censé être dans ces états-là. Un enfant n'est pas censé être dans ces états-là. Donc voilà. Je pense que la parole est importante. Donc, Très important. Euh, euh, donc tu nous as dit ce que tu as subi et comment, quand tu l'as, est-ce que déjà, combien de temps après tu as pu révéler à ta famille? Ou est-ce que tu as pu mettre les mots tout de suite quand ça s'est passé? Ou combien de temps après tu as eu la force de révéler à ta famille? Et quelle a été leur réaction en fait? Comment ils ont accueilli en fait ce que toi tu as déposé en fait? Oui. Alors, lorsque je subis ces faits-là, j'avais 4 ans à peu près. Je ne peux pas dire exactement quel âge, mais je sais que c'était un peu avant le décès de mon papa. Et mon papa décède lorsque j'ai 5 ans. Donc, je devais avoir 4 ans. Et j'en parle lorsque j'avais 23 ans, je m'en souviens parce que c'était l'année de ma licence. Et j'en parle à ma famille 2 jours après les résultats de cette année scolaire-là. Donc, j'étais en Tunisie parce que j'ai fait les premières parties de mes études en Tunisie. Et donc, je fais un message déjà à ma petite sœur, parce que c'est la personne dont j'étais la plus proche. Et je fais également un message à mon grand frère aîné, parce que je savais pas comment le dire à ma maman. Donc, c'est les 2 premières personnes qui sont informées de ce que j'ai vécu. Et bien sûr, c'est la douleur. C'est la douleur, parce que on se dit, on n'a pas vu. Moi, j'ai été un enfant trouble dans mon enfance. J'étais très têtue. J'étais très colérique. Et on aurait cru que j'étais quelqu'un qui avait énormément de caractère, en fait, c'était une barrière. C'était une barrière. C'était très, très fragile de l'intérieur. J'essaierais de me protéger de certaine façon. J'étais dans mon combat, en tout cas. Tu vois, donc j'en parle comme ça à ma famille. Ensuite, au final, ma maman est au courant. C'est douloureux. C'est très douloureux. J'ai beaucoup de peine pour ma maman. Je ne vais pas beaucoup en parler, mais j'ai beaucoup de peine pour elle. Parce qu'elle a tout donné. Et c'est de là que naissent énormément de questionnements. Est-ce qu'on a généralement le mérite de est-ce qu'on mérite ce qui nous arrive? Parce que j'ai une mère qui est très pieuse. C'est une personne juste et honnête. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle n'a pas eu la chance de sa belle famille. C'est tout. Et voilà, j'ai beaucoup de douleur pour elle. Donc, c'est quelque chose de douloureux. Et lorsqu'on a plusieurs enfants qui ont vécu quelque chose d'aussi lourd, je pense que pour une mère, il n'y a pas... C'est dur, ouais. difficile. C'est difficile. Et donc, finalement, ma famille, voilà, j'en parle. Et voilà, c'est à ce moment-là aussi que mes grandes sœurs en ont profité pour en parler. Ça a permis que les langues se délient. Et voilà, on essaie de faire notre chemin. Et voilà, c'est surtout la grande famille, la famille paternelle qui m'a le plus déçue. Parce que j'ai fait asseoir des tantes, parce qu'on parlait de riz, il fallait faire des riz traditionnels apparemment, mais au final, je me suis rendu compte qu'en fait, on faisait tout pour me faire baisser les bras. Avec le temps, je l'ai compris. Et qu'on protégeait cet homme-là. Donc, voilà, c'est un peu ça. Lorsque je donne l'information dans ma famille, c'est un peu ce qui s'est passé. Dans ma famille directe et aussi dans la grande famille maternelle. Et voilà, c'est ce qui s'est passé un peu. D'accord. Et cet homme vit toujours? Oui, cet homme est en vie. Et quelles sont vos relations aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, tu vois, je dis cet homme, ça a beaucoup de sens pour moi. Lorsque j'explique mon oncle, je l'explique de manière étymologique, pour que les gens comprennent le lien qu'on est censé avoir. Mais pour moi, il ne représente rien. Lorsque on va aller face à sa famille, parce que se lever contre cet homme qui est censé être mon oncle, c'est se lever contre ma famille, c'est un acte douloureux. C'est un acte douloureux.
Et il faut également faire le deuil. Faire le deuil parce que pour ma part, ça a été douloureux de comprendre que au final, presque toute cette famille-là est avec lui. Il faut savoir que cet homme aujourd'hui, c'est le seul frère de mon père qui reste en vie. Et aujourd'hui, on le considère comme le chef de cette famille-là. Ah oui. Est-ce que tu imagines le message qu'on transmet aux victimes? Tout le monde est au courant dans cette famille de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il a le rang de chef de famille de cette famille-là. Donc, aujourd'hui, je ne dirais, déjà, dans le sens profond, je ne le considère pas je le considère plus comme mon oncle. Il n'est pas mon oncle. Il est le frère, s'il faut expliquer aux gens, il est le frère de mon père, mais il n'est pas mon oncle. Il n'a pas joué le rôle d'oncle, il n'a pas joué le rôle de père. Tout au contraire. Nous avons essayé de porter plainte, même si les faits étaient assez lointains. Jusque-là, nous n'avons pas pu, parce que voilà, les choses sont compliquées. On se rend compte que douloureusement on a l'impression que les familles protègent les agresseurs, on a l'impression que la société protège les agresseurs, on a même l'impression que même le système juridique ou judiciaire protège les agresseurs. On a fait comprendre à ma sœur qui allait porter plainte pour nous que voilà, voilà, où sont les preuves de ce que nous avons vécu. Il n'y a pas une seule victime, il y a plusieurs victimes qui sont prêtes à parler. On nous dit qu'il n'y a pas de preuves, donc nos plaintes ne sont pas recevables parce qu'il n'y a pas de preuves. Comment on voit une preuve? Comment? C'est grave en fait, parce que comment tu veux avoir une preuve de ça en fait? C'est pas... Les gens pensent que un abus sexuel, c'est juste lorsqu'il y a la douleur physique. Et même s'il y avait eu douleur physique, ça fait 30 ans de cela pour moi. Et comme je dis souvent, lorsqu'on vit ce genre de choses dans la petite enfance, on n'a pas conscience de ce qu'on vit. Moi, je suis restée en phase de latence pendant des années. Je n'ai pas compris. C'est récemment que je me suis levée, c'est quand j'avais 23 ans, il y a 10 ans, que j'allais parler à ma famille. Mais ce processus d'aller porter plainte, j'ai compris qu'il fallait la faire. Ça, je dis, déjà, se lever contre sa famille n'est pas quelque chose d'évident à faire. C'est tout un processus. Porter plainte contre cet homme, c'est porter plainte contre sa famille. C'est faire le deuil des personnes qui vont se mettre avec lui. C'est douloureux et psychologiquement, c'est pas évident. Donc, on devrait laisser le temps aux victimes. On devrait laisser même la vie entière aux victimes. C'est assez profond, c'est assez douloureux. On ne devrait pas dire aux victimes, voilà, tu as 10 ans pour porter plainte. Un enfant de 4 ans à 14 ans reste un enfant. Il n'a pas conscience, même si c'est 10 ans plus tard, il n'a pas conscience encore de ce qu'il a vécu. Moi, j'ai pris conscience, entre guillemets, à partir de 23 ans. Et voilà, ça s'est un peu plus matérialisé avec le temps. Voilà, et tu vois que c'est cette année que j'ai la force de faire face. Parce que porter plainte contre lui, c'est me mettre contre ma famille paternelle. C'est assez lourd. Donc, voilà, j'espère, mais je ne vais pas lâcher. Je ne lâcherai pas. J'ai confiance en toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu ou la vie laisse cet homme en vie, mais je veux croire qu'il sera là pour payer de ce qu'il a fait. Parce que ces actes sont criminels, sont des actes criminels. Et voilà. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la rancœur, ce n'est pas, voilà. Et même si c'était de la rancœur, je sais mon droit d'avoir de la rancune pour lui. C'est mon droit de ne pas lui pardonner si je veux. Mais il ne s'agit même pas de ça. De manière concrète, laisser cet homme en liberté, c'est le laisser être un environnement pour d'autres potentielles victimes. Concrètement, c'est ça. Concrètement, c'est ça. Et on se dit, il y a des situations où on a le choix d'agir ou de ne pas agir. Mais dans ce genre de situation, si on n'agit pas, on est tout autant complice que la personne qui a posé ces actes-là. Il faut que les gens le comprennent. Donc, moi, en tout cas, à mon niveau, je ne lâcherai pas. Quitte à faire, j'essayerai tous les moyens possibles pour que cet homme réponde de ces actes-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, il est là. Je considère que voilà, c'est, entre guillemets, s'il faut absolument expliquer, c'est le frère à mon père. Mais on n'a pas de lien, on n'a pas il ne représente
plus rien pour moi. Et j'ai fait le deuil des autres personnes également qui sont pour lui. Donc, c'est un peu ça. On va essayer de lire quelques commentaires, sinon à la fin, il y aura trop de commentaires. Donc, effectivement, les victimes sont traitées comme des pestiférés. Vous imaginez, malheureusement, oui. Après, il y a exactement, enfin, faire le deuil, c'est important de faire le deuil. Tu es vraiment impressionnante. Merci pour tes paroles. Et vous dites tout haut ce qui se passe énormément dans les familles, malheureusement. Et le problème, c'est que dans les familles africaines, on peut pas, enfin, c'est pas qu'on ne peut pas en parler, on a peur d'en parler justement parce que bah, on se met toute la famille à dos puisqu'on n'est pas écouté et encore moins, souvent, j'ai déjà entendu des oui, mais t'es une menteuse. Enfin, Oui, c'est pas possible. je suis, Ouais, euh, je suis que ce totalement que tu dis est vrai. d'accord. Oui, oui. Alors, il y a un commentaire totalement d'accord. Pas de prescription possible pour ce genre de crime. Bah oui, parce que comme toi, par exemple, tu as eu ce malheur à 4 ans. Mhm. Et parfois, tu as besoin des années, enfin, des années après, parce que des fois, on essaie d'enfuir, comment on dit, d'enfuir, c'est ça, non? Oui, oui, donc, Voilà, de nier en fait. Et puis, bah, des années après, on se rend compte que bah, ça peut être 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, que bah non, en fait, ça va pas, il faut ça que ne va j'en pas. parle, il faut que... Oui. J'ai vu une psychologue qui m'a fait comprendre parce que je ne comprenais pas moi-même pourquoi j'étais restée et qui m'a expliqué que parfois il y a des choses qui dépassent notre entendement. Parfois le subconscient, parce que ce n'est même pas volontaire. Le subconscient, quand il fait face à quelque chose de choquant, parfois entre dans le déni et voilà. On est dans le déni. C'est notre subconscient qui essaye, en fait, parce que ce déni est même pour nous sauver, parce que sinon on entre dans la dépression. Mm. Donc, parfois, le subconscient, voilà, ce n'est pas volontaire, c'est quelque chose qui se met, un mécanisme qui se met en marche comme ça pour se protéger. Mm. Voilà, et on entre dans ce déni-là où, voilà, le traumatisme reste enfoui. Et moi, par exemple, pendant mes grossesses, je revis ce que j'ai vécu généralement. Donc, je pense que c'est un traumatisme qui est inscrit et qui est entré en moi et Mm. c'est comme ça, tu vois. Donc, il faut que les familles comprennent. Il faut que les Mm. personnes comprennent que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus profond et beaucoup plus lourd que ça. Mm. Surtout que ça se produit dans l'enfance. L'enfance, c'est la base de l'être humain. L'enfance, c'est la base de la construction de l'être humain. Mm. Lorsqu'on vient fragiliser ainsi la construction, c'est comme si on fragilisait les fondations d'une maison. On va attendre 1 an, 2 ans, mais là, après 10 ans, 15 ans, la maison va s'effondrer parce que les fondations ne sont pas solides. Mm. Donc, ce qui s'est passé c'est un crime multiple. Moi, je Mm. dis que l'inceste, c'est un crime multiple qui va détruire pour plusieurs aspects, qui va impacter, je vais dire, plusieurs aspects de la vie de la victime. Mais parfois, on n'en a pas conscience. Mm. Parfois, on ne fait même pas le lien avec ce qu'on a vécu. On va se dire, mais pourquoi je vis ça aujourd'hui? Mais Mm. pourquoi je n'arrive pas à construire? Pourquoi moi, par exemple, j'ai connu un pervers narcissique, mais je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a fait que cet homme, pourquoi il a fallu que je rencontre cet homme-là? Avec le temps, je me suis rendu compte tout a du sens. Tout est lié. Tout est Mm. lié à mon enfance. Voilà, c'est, Il y a, c'est beaucoup plus lourd ouais, pour il y ça. a Atimata qui dit, alors, qui dit, c'est tellement douloureux que ça passe dans le subconscient. Oui, c'est ça. La plupart des viols sont faits dans le milieu familial. Et oui, ça, et c'est vrai, hein, malheureusement, apparemment, il y a des études qui ont montré que oui, parce que souvent, on a tendance à dire à l'enfant, fais attention, comme tu disais au tout Aux début, étrangers, fais attention aux aux gens que étrangers, tu mais ne en connais fait, pas. souvent, dans la maison familiale, en fait. Et si tu vas avec notre communauté africaine, tu sais, par exemple, ici, on ne va pas chez le voisin comme on va en Afrique, Oui. voilà, notre société africaine est communautaire. Donc, le grand cousin peut venir séjourner sans problème à la maison. Le grand cousin du cousin, et plus la famille est élargie, et plus le champ des agressions est élargi, et plus les risques sont élargis. Donc, c'est même plutôt dans notre société qu'on devrait plus prendre conscience de cela. En Afrique, on confie l'enfant facilement aux voisins.
Ici, voilà, on va dire chacun, c'est chacun pour soi, mais quelque part, ça protège également les enfants. En Afrique, on va faire venir sans problème le cousin la cousine du village va séjourner longtemps. Ou bien le cousin du village va séjourner longtemps chez nous sans souci. Pourtant, on ne sait pas comment est la personne. Il faut savoir à qui on ouvre la porte de chez nous. Parce que tu ouvres la porte de chez toi à quelqu'un, mais cette personne sera un environnement pour tes enfants. Est-ce que cette personne est correcte? Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu as fait ce travail? Est-ce que tu as observé tes enfants? Est-ce que, voilà, tout ça, c'est des décisions qu'il faut prendre avec du temps. On n'ouvre pas, en tout cas, j'interpelle les gens à ne pas ouvrir la porte, voilà, automatiquement à la famille, entre guillemets. Parce que la famille en Afrique est large. Elle est beaucoup plus grande que ça et c'est comme ça aussi que le champ des agresseurs et des victimes est large. Donc, on devrait prendre conscience de cela. C'est très important. C'est très important. Ah, ma Voilà. prochaine question, c'était comment se reconstruire après un vécu aussi lourd? Et ça va être la question aussi que tout à l'heure je vais poser à Atmata. Mhm. Et voilà, donc c'est vrai que cette question-là, c'est comment on se reconstruit après ça? Parce que c'est pas facile en fait. Non, Donc comment on c'est fait? pas facile. Alors, il faut savoir que j'ai eu une chance quelque part, une chance de la vie, on va dire ça comme ça. Parce que moi, j'estime que j'ai vécu deux vies. Je l'avais déjà dit à la vidéo que nous avions faite par rapport au deuil périnatal. Alors, le fait d'avoir vécu quelque chose d'aussi lourd que la perte de trois enfants en 2 années successives est venu briser une vie que j'avais. Alors que cette phase-là, de douleur-là, je ne la regrette pas parce qu'elle a brisé une vie de douleur. J'étais dans la lamentation avant ça, mais je ne comprenais pas, je ne faisais pas le lien avec ce que j'avais vécu dans l'enfance. C'est un peu plus tard que j'ai compris. Euh, je prends conscience il faut que les choses changent comme je disais, avec la maternité, déjà avec la perte de ces enfants-là, mais également avec la naissance de ma première fille. Lorsque je la vois à la maternité, je la trouvais parfaite. Et au fond de moi, je me sentais indigne d'être sa maman. Tu sais, lorsque ce que j'ai vécu dans mon enfance a créé un désamour de moi-même, un dégoût. À ce moment-là, lorsque j'étais petite, je grandis dans cette pensée-là, comme voilà, je me sens, il y avait des moments où je ne m'aimais pas, je me sentais pas propre, c'était lié à ce que j'avais vécu. Et lorsque on est autant en désamour de soi, il y a un vide qui se crée. Donc ça a créé une dépendance affective. Donc je me retrouvais dans des relations euh, 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 où j'ai besoin de l'autre pour vivre. Tu vois, où j'ai besoin de l'autre. Parce que puisque je suis vide de l'intérieur, donc je ne peux rien. Pour vivre, j'ai besoin que l'autre soit là. Donc je me retrouve dans ces relations-là. Je grandis comme ça, vide. Donc les choses prennent une toute autre tenue avec la maternité, déjà avec la perte de ces enfants-là. Moi, je dis souvent que j'ai eu la grâce de mes épreuves. Déjà avec cette phase longue, 2 ans de deuil périnatal, et ensuite avec la naissance de ma fille. Donc, de ma première fille, lorsque j'ai vu ma fille à la maternité, je me sentais tellement indigne d'être sa maman. Je me disais, mince, j'ai accouché un ange. Je la trouvais parfaite et je me disais, mais est-ce que je suis digne d'être sa maman? Donc, inconsciemment, j'ai décidé d'être la maman qu'elle méritait. Voilà, j'ai décidé. Et ça n'est suivi une suite de décisions que j'ai prises pour apprendre à m'aimer, apprendre à s'aimer comment. Pour moi, j'estime que je ne me suis pas reconstruite, puisque ce que j'ai vécu dans l'enfance était au tout début de ma vie, en fait. Donc, pour moi, j'estime que je me suis construite. Donc, j'ai essayé d'apprendre à adopter je dirais pas des attitudes, mais la façon d'être que j'appréciais chez certaines personnes. Par exemple, ma petite sœur est la première personne que j'ai appréciée sur cette terre. Hein. Je l'admirais beaucoup quand elle était petite. C'est quelqu'un qui a une parole donnée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de principes depuis toute petite. Donc, j'ai commencé par travailler ma parole donnée. J'ai commencé par travailler ça. Et ensuite, j'ai compris aussi le fait d'avoir côtoyé la mort avec la perte de mes enfants m'a fait comprendre que je voulais vivre, m'a fait comprendre que ma vie en valait la peine. J'avais cette soif de vivre là. Et donc,
Ça, ça m'a donné une envie de me protéger et ça m'a donné une envie de me valoriser. Tu vois, donc, j'ai appris à adopter des choses que j'appréciais chez d'autres personnes. J'ai appris à les adopter, je les ai cultivées avec le temps. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de principes aujourd'hui, beaucoup. Je ne suis pas née avec ces principes-là. Je les ai vus chez d'autres personnes, j'ai essayé de les adopter, j'ai essayé de les nourrir et de les travailler. Donc, pour moi, de manière personnelle, j'ai commencé par là. Maintenant, aujourd'hui, je me nourris beaucoup de ce que mon environnement direct me donne. Voilà, c'est très important pour les victimes d'être dans un environnement actuel sain. Voilà, j'ai des enfants qui me donnent de l'amour, ça me nourrit beaucoup, ça me donne de la valeur, ça me donne de l'importance. Je me dis, ma vie en vaut la peine, je vaux quelque chose, je suis importante pour. Ça nourrit cet apaisement que j'ai recherché pendant des années. Ça nourrit aussi cette personne que j'ai envie d'être et que j'ai souhaité être pendant des années. Donc voilà, il faut savoir également que j'ai vu plusieurs psychologues. Ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Et voilà, je suis en questionnement tout le temps. Je me pose des questions sur la vie, sur la justice de la vie, sur le lien de la vie. Est-ce que ce qu'on vit a forcément du sens? Est-ce qu'on mérite ce qu'on vit? Est-ce que la vie est juste? Est-ce que voilà, ce sont des questionnements qui m'aident. Et lorsque je pose des actions comme la création de cette association-ci, ça ne peut que me nourrir encore plus dans la valeur que je peux avoir de moi-même. C'est très important. Donc voilà, c'est un peu ça. Bravo. Bravo. Tes paroles sont tellement, enfin, c'est fort, c'est franchement, bravo. Merci, ma chérie. Mais voilà, hein, j'aurais souhaité ne pas vivre ce que j'ai vécu. C'est, Oui, bah oui, j'aurais, c'est. voilà, j'aurais souhaité ne pas vivre ce que j'ai vécu. Tu sais, parfois on dit aux gens, j'ai souvent vu dans des commentaires, j'ai même vu une personne qu'on qualifie de coach sur Facebook. On l'a invitée dans une émission, sans faire de polémique, hein, je dirais pas qui c'est. Et on l'a interrogé une fois sur le fait que les femmes restent en couple pourtant elles sont victimes de violences. C'est tellement plus profond que ça. Il faut aller fouiller ce que ces femmes l'ont vécu. Peut-être sont des femmes qui sont vides, comme moi j'ai été vide. Elles ont besoin de l'autre pour vivre. L'amour propre ne s'acquiert pas comme ça. On ne se lève pas pour dire que voilà, il faut que j'ai de l'amour propre. C'est beaucoup plus profond que ça. Il faut aller fouiller dans ce que cette personne a vécu pour pouvoir peut-être créer quelque chose qui va permettre à ce que cette personne évolue d'une certaine façon ou bien voilà. Mais voilà, on ne choisit pas son vécu, on ne choisit pas son enfance, on ne choisit, voilà. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et voilà. Merci. On va lire quelques commentaires avant de continuer. Mhm. Il y a Atmata qui dit tu n'es plus une victime. Et bonsoir Selena. Chaque épreuve euh, compte et être là, témoigner, vous nous aidez tous. Merci. Vous avez de la valeur et vous donnez énormément. Ça, c'est vrai, je suis d'accord, hein. Merci pour montrer que l'on se construit même de ses blessures. Merci beaucoup. Et là, on est presque à la fin. Donc, est-ce que tu as euh, un dernier mot par rapport à tout ce qu'on a dit là dans ce live? Alors, hum, j'espère en tout cas. J'espère apporter. Je suis juste là pour apporter. J'espère apporter. Je ne vais même pas parler personnellement. Nous espérons apporter aux victimes, aux personnes qui sont dans la douleur, même de manière générale. Et nous espérons également, parce qu'aujourd'hui j'ai été révoltée de voir que je ne peux pas porter plainte. Ça me révolte. Je me dis, mais on me demande des preuves. J'ai vécu ce que j'ai vécu. Je le sais. C'est pas, il y a plusieurs personnes qui témoignent, mais je ne peux pas porter plainte. Parce qu'on me dit, il n'y a pas de preuves. Parce qu'on me dit, les années sont passées. Mais ma douleur mon vécu est là. L'impact de ces faits-là est présent dans ma vie.
j'espère également rejoindre la cause de ceux qui militent pour qu'on laisse plus de temps ou simplement la vie aux victimes, que ces victimes aient la capacité ou bien la possibilité de s'exprimer quand elles seront capables de le faire. Et je voudrais parler aux victimes. Vous n'avez pas mérité ce que vous avez vécu. Votre vie en vaut la peine et vous n'êtes pas seul. C'est très important de le savoir. Le problème, ce n'est pas vous, mais c'est ces personnes qui ont posé ces actes odieux sur vous. Je peux le dire aujourd'hui, mais il a fallu du temps pour que je puisse le dire et que je comprenne même ce que j'ai vécu. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux pour nous aider à porter cette cause lourde. Voilà, pour qu'on puisse atteindre l'objectif de parler de ces faits-là. Que plusieurs personnes, en une semaine où j'ai fait ma première vidéo, j'ai reçu tellement de messages. C'est douloureux de voir autant de personnes souffrir. Des personnes qui semblent apaisées, des personnes qui semblent bien dans la société, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais des personnes qui souffrent de l'intérieur. Il y a beaucoup plus de personnes que ça, il y a beaucoup plus de victimes que ça. Et ces faits ne sont pas des faits anodins. Il faut que les familles le comprennent, il faut que les responsables de parents, d'enfants, pardon, le comprennent. Voilà, l'idée vraiment, c'est d'en parler, de toucher le plus de monde possible pour conscientiser les gens, pour prévenir. Si on peut sauver la vie d'un seul enfant, ça serait déjà, voilà, ça serait une victoire, voilà, parce que c'est fait. J'ai nommé, cette association s'appelle Toute une vie parce que c'est toute une vie impactée, toute une vie concernée, toute une vie volée. Parce que c'est un pacte quand ma sœur est partie. Pour moi, c'est une révolte. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux à nous porter dans ce sens-là. Et plus on est nombreux, plus on pourra également faire éventuellement évoluer les lois, évoluer les choses, surtout pour qu'on laisse la capacité aux victimes de s'exprimer quand ce sera possible pour eux de le faire. Parce que c'est révoltant. Comme moi, aujourd'hui, je ne veux pas porter plainte. C'est révoltant. C'est révoltant. Donc voilà. Alors, je vais essayer de lire quelques questions, non, quelques commentaires avant qu'on finisse. Alors, la vie est une expérience de partage et ce soir, vous avez partagé beaucoup et je suis d'accord. À chaque fois, en tout cas, à chaque fois qu'on partage une vidéo ensemble, c'est toujours ce qui revient. Je suis d'accord. Alors, de nombreuses victimes vous remercient de dire à voix haute cette douleur souvent sourde. Une question restée également à poser qui concerne la place du bourreau au sein de la famille ou de la société quand on découvre qu'ils ont parfois eux-mêmes été victimes en fait, sans jamais rien dire. Bah, en fait, enfin, je vais donner mon point de vue et puis après, je te laisse donner ton point de vue. C'est vrai que souvent, euh, là, on parle d'abus sexuels, tout ça, et que c'est vrai que parfois, que le bourreau a aussi vécu ça. Mais en tant que victime, on a tellement cette douleur que, bah, déjà, nous, enfin, je pense que la personne qui a vécu ça essaye déjà de s'en sortir. Je ne sais pas si elle a la place de se dire attends, je vais réfléchir sur celui qui m'a fait ça. Peut-être que lui aussi a vécu ça. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu pourras mieux répondre à ça. Enfin, je trouve que c'est compliqué en fait. Tu vois, toi, déjà, comme tu dis, parfois ça met toute une vie à se reconstruire. C'est pas facile. Alors, se mettre à la place de la personne qui a fait ça en se disant, en gros, en lui cherchant des excuses, tu vois. Donc, je sais pas, c'est compliqué. Pour moi, je refuse de me mettre à la place de cette personne. Je refuse. Et je Cet comprends. homme, voilà, cet homme, il a posé des actes, des crimes, parce que pour moi, c'est des crimes. Ce qui s'est passé dans ma famille, c'est un drame familial. Cet homme et moi, nous avons au moins 25 ans d'écart, donc il était majeur et conscient des actes qu'il posait. Cet homme
pour moi, il n'y a pas d'excuse. Mm. Il n'y a rien qui explique cela. Peut-être il a été victime également, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cet homme a posé des actes qu'il n'aurait pas dû poser sur moi et sur d'autres personnes. Et qu'éventuellement, cet homme peut encore être un environnement pour d'autres enfants. Mm. Si je ne lâche pas également, c'est que je sais qu'il y a un interdit qui a été transgressé. Si je ne lâche pas, c'est parce que je veux dire stop. Il faut que ça s'arrête. Plus, et si je me tais, c'est ce que je laisse à mes enfants éventuellement en héritage. Mm. Cet homme a voulu me voler ma vie. Non. Ce village où il vit, c'est le village de mon père. J'ai voulu renier ce village-là, mais c'est ma vie également. J'ai passé des vacances dans ce village-là et parfois ces vacances étaient heureux. Il ne volera pas ma vie, ne volera pas mes souvenirs et voilà. Donc, pour moi également, cette action que je pose, faire une association, en parler comme ça, c'est également pour stopper les choses, pour dire non, stop. Mais ce qui doit être fait, la procédure, je ne sais pas si on dit judiciaire ou juridique, mais je pense qu'on dit judiciaire, qui devait être posée, qui a été, que nous n'arrivons pas à poser, que nous n'arrivons pas à faire avancer la plainte et tout le reste, et ce qui devait être fait il y a des années. Il ne s'agit pas de rancœur. Il ne s'agit même pas d'être empathique pour le bourreau. Il faut qu'il reste à sa place de bourreau. Il aurait été victime, il aurait fait ce que nous avons fait. Nous sommes des victimes, nous nous levons pour dire stop. Parce Mm. que si on change de rôle, on n'agit plus. Oui. Voilà, on n'agit plus, on ne réagit plus, on se dit, il a aussi été, donc éventuellement, parfois on a mis devant la religion, parfois on m'a dit, Nelly, écoute, pardonne, il faut pardonner, c'est aussi un enfant de Dieu, il faut faire ci, il faut faire ça, moi je refuse ça. Je Ouais. refuse ça. Sinon, on n'agit plus, hein. Sinon, on ne Mm. fait rien. Et même le pardon n'exclut pas l'action. Je peux te Mm. pardonner, mais il n'en demeure pas moins que tu as posé des actes criminels sur des enfants et donc tu dois au moins être mis à l'écart pour ne plus reproduire ce que tu as posé. Mm. Au moins ça. Oui. Oui. C'est tout cela qui m'anime dans ces actions que je pose par rapport à cette association et tout pour dire stop, pour que ça s'arrête là, pour qu'il n'y ait pas de suite. Dans 10 ans, il faut que dans ce village-là, le village de mon père, qu'on sache qu'il y a des actions qui sont menées contre ci, contre ça. Si c'est même quelque chose qui a été fait il y a des années sur d'autres personnes et que c'est quelque part un héritage, que ça s'arrête là. Que ça Mm. s'arrête là. Oui. Moi, je ne Oui. lâcherai pas en tout cas. Je Mm. ne lâcherai pas. Alors, il y a un commentaire qui dit l'inceste, c'est un crime, Dieu pardonne, mais chacun est responsable de ses actes. Vous avez parfaitement raison, madame. Euh, c'est prison à vie. S'en prendre à des enfants, c'est d'une cruauté ignoble. Alors, du coup, où peut-on trouver l'association? Par exemple, si on veut contacter ton association, Mhm. on fait comment? Alors, dans un premier temps, il y a la page Facebook Toute une vie. Toute une vie, voilà, comme ça se prononce. Voilà, là, nous essayons de mener des actions, d'en parler, de parler de tout ce qui est tout autour de l'inceste, de la protection de l'enfant et voilà. Après, il y a mon compte personnel également où je vais relayer toutes les informations, tout ce qui sera partagé sur la page. Il y a également mon compte Instagram personnel Nelly Flores. C'est également ma page Facebook Nelly Flores. Dans un premier temps, je préfère garder le compte Instagram personnel dans la mesure où je vais aborder souvent d'autres sujets qui sont un peu plus larges qui concernent l'humain de manière générale, voilà, le bien-être de manière générale et voilà. Donc, mais la page même qui est dédiée à l'association, c'est toute une vie sur Facebook. Voilà, vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous porter par ce moyen-là. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de sentir que nous ne sommes pas seuls. Et je pense que plusieurs personnes, beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense, ont besoin, voilà, de ces actions-là. C'est un peu ça. Merci. Et du coup, bah, là, on est à la fin. Donc, que peut-on te souhaiter à toi, Nelly, et que peut-on souhaiter à ton association Toute une vie? Alors, me souhaiter la santé, pouvoir mes filles grandir,
pour avoir le temps de leur transmettre, pour avoir le temps de les protéger, pour qu'elles arrivent à la capacité de pouvoir se défendre d'elles-mêmes parce que la vie n'est pas facile. Mhm. Et voilà, pour moi, c'est la santé. Pour l'association, d'aider le Mhm. plus de personnes possible. Le plus important, c'est d'être là pour le plus de personnes possible. Voilà, et j'espère on pourra même épargner la vie même d'un seul enfant. Ça sera déjà une victoire. Ça sera déjà une victoire. Pour une seule personne déjà, voilà, toutes ces actions en valent la peine. Merci. Voilà. On espère Un perdurer grand dans le merci. temps, dans le temps, dans le temps. Et merci à toi, Abiba. Bah, Merci à toute la merci à communauté oui. d'Abiba. Et Merci voilà. beaucoup. Merci, merci pour ton courage. Merci pour ce témoignage. Parce que, comme je te dis, enfin, des fois, on s'en rend pas compte, en fait. On se dit, bon, moi, je vais témoigner, je vais parler de moi, mais en fait, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. J'espère. Et, et donc, merci pour ce témoignage, pour ce partage. Merci beaucoup. Merci à toi. Et tu restes avec nous, tu nous suis parce que là, je vais prendre Atmata et donc, on va continuer sur le même sujet. D'accord, il n'y a pas de souci, je suis là. Merci. De rien. Je te laisse couper de ton côté et comme Oui, ça, je je suis là. vais inviter Atmata. D'accord. Merci et bonne soirée à la communauté d'Abiba. Alors, coucou Atmata, est-ce que tu es là? Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Alors, je vais... si tu es là, Atmata, alors, ok, j'ai lancé l'invitation. Ok, hello, hello, Coucou ma beauté, comment ça tu te va? sens? On ne Toute te voit pas, hein? belle. Oui, je suis désolée, je suis pas. Ok. Il est 22h. Ah oui, oui, je comprends. Voilà, tu vois, une journée un peu dure. Je comprends, je Donc comprends. ça va aller. Comment est-ce que tu te sens? Oh, je me sens bien, un peu fatiguée, mais je me sens bien. Ouais, t'es magnifique en tout cas. Tu Oh, portes très bien merci beaucoup. ton état. Merci. Et toi, Je comment voulais tu te d'abord. sens? Bah écoute, moi ça va super, hein, on est là, dans D'accord. le rush comme d'habitude, mais sinon ça va. Ok. Ouais. En tout cas, avant de commencer, je voulais te remercier parce que je trouve que c'est important et c'est intéressant parce que par exemple, quand j'ai publié et que j'ai vu ton message, je me suis dit, mais j'avais pas pensé, mais c'est une très très bonne idée parce que tu vas apporter un plus à tout ce qu'on vient de dire. Donc, pour commencer, moi, je vais Exactement. te laisser te présenter. Oui. Alors, moi, c'est Atoumata Sissako, donc je suis euh, psychothérapeute et présidente de l'association Lotus Community, hein, comme tu sais, qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Et Mhm. c'est ce qui fait que maintenant je suis thérapeute aussi. Mhm. Donc, pour la petite histoire, j'ai été moi-même personnellement victime de toutes les violences qu'une femme peut subir, D'accord. en passant par les viols, les agressions sexuelles, les violences conjugales et consorts, Mhm. hein, j'en passe. Et en 2017, j'ai pété un câble, clairement. Mhm. Et mon fils était suivi par des ethnopsychologues qui m'ont dit, à un moment donné, ils nous ont suivis pendant 2 ans quand même, Mhm. hein, où j'arrivais rien à dire. Oui. Oui, et quand j'ai pété mon câble et que j'ai commencé à parler, ils m'ont dit, ah, je crois qu'il faudrait créer un groupe de parole. Et je crois que c'est la dernière fois que je les ai vus. Ouais. Du coup, je suis arrivée, mon cerveau il fusait, puis Lotus Community a vu le jour en fin 2018, début Oui. 2019, où bah là, on a, je crois que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, Mhm. quoi. Tu sais, avec les lives, les rencontres et tout, on voit qu'il y a Oui. beaucoup de victimes et de toutes sortes de violences, c'est hallucinant. Mhm. Après, je vois qu'il y a plein d'associations qui se créent, il y a beaucoup plus de communautés qui s'engagent, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent du sujet.
Et waouh, il y a un vrai élan de femmes qui libèrent la parole. Et je me suis vraiment focalisée sur notre communauté parce que bah, les autres, ils ont leur communauté, en fait. J'ai envie de dire, Mhm. moi, quand j'étais victime de violences conjugales, j'étais au milieu de d'autres communautés que la mienne. Mhm. Ils n'ont rien fait, mais rien, Ouais. mais rien du tout. Mhm. Et je pense que si j'aurais été autour de personnes comme moi, Ouais. en tout cas, ils auraient peut-être, ne serait-ce que, est-ce que ça va, tu vas bien, Mhm. je l'aurais eu. Mais là, je n'ai rien eu. Donc, je trouvais que c'était important. Et pour aider les femmes, bah, j'ai été obligée de me professionnaliser parce que, bien évidemment, j'arrive dans un milieu que je ne connais pas. Donc, j'ai repris mes études pour être aujourd'hui psychothérapeute. Donc, j'accompagne les femmes à se construire, à se reconstruire. Mhm. Et je suis spécialisée dans les D'accord. traumas Alors, et traumatismes. mhm, par rapport à enfin, tout ce qu'on a échangé avec Nelly, bah, je pense que ça te parle. Et moi, je pense que toi, en tant que professionnel, peut-être que tu pourras nous donner des clés en fait sur comment on se reconstruit après un vécu aussi lourd. J'ai envie de dire déjà, Abiba, est-ce que tu es au courant que la majorité des traumas que les humains ont sont d'ordre sexuel? Ah non, j'étais pas. Ok. C'est fou ça, hein. Je vais te dire quelque chose, ça va peut-être choquer. Je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais parce que à chaque Bah, fois, je tu choque peux, les gens. écoute. Tu sais, quand les enfants, en plus, c'est dans ma publication, j'ai pris cet exemple exprès. Quand un enfant, tu l'obliges à donner un bisou à quelqu'un qui ne veut pas. Hmm, L'enfant, il reste gentil, poli, donc il se laisse faire, mais après, il essuie sa bouche. hmm, Donc, le fait qu'il essuie sa bouche, là, il exprime le dégoût. oui. Tu vois. Donc, son émotion du dégoût, il l'a exprimé. Dans le cadre des viols, des agressions sexuelles, tout ça, on nous a tellement conditionnés à se taire que finalement, on n'en parle pas. On reste en mode sidération. Donc, Hmm, les émotions qu'on a ressenties pendant l'acte, pendant le, c'est même pas l'acte le plus important, mais les émotions qu'on a ressenties, ben, on les a tellement gardées en nous, on les a pas extériorisées, on les a pas exprimées. Tout ce choc émotionnel, et ben, c'est ça qui crée le trauma hmm, et les traumatismes. Et en fait, au final, les victimes, quand c'est un enfant comme la sœur, moi aussi c'était très tôt, bah ça rentre dans le subconscient parce que c'est très 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 violent. hmm, Donc comme on n'est pas, le cerveau il est là pour nous maintenir en vie, ça il sait pas gérer. Donc il préfère mettre l'information au fond dans un placard. hmm, Mais quand on grandit, certaines, bah c'est lors d'un accouchement, euh, lors de un événement similaire ou des choses comme ça, bah ça hmm, se réveille. Ou quand c'est tellement profond mais que c'est trop, bah ça vient en mode flashback. Tu sais, oui. tu te rappelles de trucs comme ça, mais t'es pas sûr en fait. T'es limite, Hmm, tu doutes en fait que ce soit vrai. Après, ça remonte réellement et en fait, c'est vraiment vrai ce qui s'est passé. oui. Et là, tu sais plus quoi faire. Hmm, Tu sais plus quoi faire. j'ai perdu, Aujourd'hui, quoi. on a de la chance d'avoir toutes les associations, beaucoup de sensibilisation, la justice, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a des solutions Hmm, pour aujourd'hui pouvoir libérer la parole parce que c'est la première manière de guérir. Donc après, une fois qu'on a pris conscience de ça, le plus important, c'est pas l'acte. oui. Si tu veux, on peut envoyer quelqu'un en justice. C'est une justice. Mais en réalité, pour régler le trauma, pour guérir de ce trauma, il faut exprimer les émotions qui ont été ressenties depuis. Mais le problème des traumas, c'est que, et des traumatismes, ça crée des comportements compulsifs. Tu vois, la sœur, elle a Hmm, dit, elle a rencontré un pervers oui. narcissique. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Les victimes de traumas sexuels, en règle générale, elles n'ont pas des relations saines Hmm, d'entrée. Elles n'ont pas de relations saines. Elles ont un rapport avec leur corps qui est complètement déformé. Elles ont un rapport à la sexualité aussi qui est complètement déformé. Et en fait, c'est inconscient. Elles ne savent même pas en fait ce qui se passe. hmm, Du coup, en fait, il y a plein de filles qui sont traumatisées, qui ont des traumas liés à la sexualité. Elles ne savent pas qu'elles sont en trauma. oui. Tu vois, tu vas avoir des filles, moi je suis forte, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça et tout. Mais quand tu creuses, Hmm, cette petite fille, elle a que des traumas. C'est hmm, incroyable. Et pour sortir de là,
bah, il faut se faire accompagner. De toute façon, il n'y a pas de solution parce que tout seul, on peut avoir des tips sur Internet ou des choses comme ça, Oui. mais sans accompagnement, parce que c'est tellement violent et douloureux, bah, qu'on lâche l'affaire. Moi, j'ai été obligée d'être accompagnée parce que j'accompagne ce genre de Ouais. femmes. Mais et j'ai repris mes études, j'aurais pas pu valider mes certificats si j'avais pas fait ce travail-là sur moi. C'est impossible. Parce que tu t'imagines, il y a une fille qui t'appelle et qu'elle te dit oui, j'ai eu ça. Ça te ramène à toi-même ta Oui. douleur et tu peux pas l'aider. Et ça, Tu c'est vois? ouais, c'est pas. En fait, tu vas revivre toi ce que Ex- ta douleur quoi à chaque fois. Exactement. Et même Mm. le comportement que j'ai aujourd'hui, la atout de aujourd'hui que tu Mm. connais, bah, c'est pas la atout d'il y a 6 ans. Ça n'a Ouais. rien à voir. Tout a changé. Ma vie Mm. a changé, ma vision a changé, ma sensibilité a changé. Tout a changé en fait. Quand Mm. tu fais le vrai travail avec un professionnel, ça n'a rien à voir que si tu le fais toute seule. Et elle a parlé de dépression. Oui. Oui, parce qu'en fait, on, on fait des crises d'angoisse, Mm. on fait des dépressions. Mais à répétition, on ne sait pas trop c'est pourquoi. On va Mm. se dire, ouais, on est en dépression parce qu'on a eu un chagrin d'amour ou parce qu'on a perdu un travail ou un truc comme ça, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça Mm. remonte à l'enfance, ça remonte à la dernière expérience douloureuse que tu as vécue. Tu vois. Et ça, il n'y a que dans un accompagnement, en fait, que tu peux comprendre toutes ces choses-là. C'est très important. Quand en tout cas, vous savez que vous allez mal et que vous tombez dans une dépression, c'est 2 semaines. Hein. Au-delà de 2 semaines, là, il faut consulter. Ça, Mm. je le dis hein, pour ceux Mm. qui ne sont pas trop au courant. Au bout de 2 semaines, il faut consulter. Hein. Et Merci pour l'information. ouais, ouais, ouais. Mais au-delà même de la dépression, tu sais, il y a Oui. ces émotions-là, la colère. Oui. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de colère en elle. Ça Mm. m'étonne pas, en fait. À 4 ans, l'adolescence, j'aimerais entendre comment s'est passée son adolescence. Bon, Mm. j'ai une petite idée, mais j'aimerais l'entendre. Quand on a beaucoup de colère, une moindre chose nous met en colère, il Mm. faut aller rechercher le pourquoi, parce que finalement, c'est pas cette chose-là qui t'a mis en colère, c'est beaucoup plus profond que Mm. ça encore. Tu vois? Ouais. Elle a dit, elle avait un vide, donc elle était dans de la dépendance affective. Bah, c'est normal, en fait. C'est Mm. tout à fait normal. C'est un comportement qui est complètement lié à ça. Et c'est des traumatismes. Mm. Donc, en vrai, on a des comportements qui sont pas, on va pas dire anormales pour la normalité, parce que j'aime pas cette idée de norme, Mm. mais il y a des comportements qui sont douloureux, qu'il faut se poser la question là, est-ce que c'est normal ou pas? Donc, Mm. et consulter vraiment des professionnels pour ça. Pas un coach. Le coach, il est là pour avancer. C'est les Mm. thérapeutes qui vont aller dans le passé. Parce qu'en fait, j'ai eu du mal à avancer si j'ai pas réglé mon passé. Ça reviendra D'accord. de toute façon quoi qu'il en soit. Mm. Chaque chose revient en son temps parce que, comme je t'ai dit, le subconscient, c'est trop violent. Donc, ça reste, ça va derrière, mais ça revient par bride. Et puis, peut-être, c'est le viol qui revient. On a réglé le viol, bah, après, ça va être peut-être un deuil à faire parce qu'on n'a pas fait le deuil d'une personne qui est décédée des années Mm. après. Mm. Après, ça va revenir autre chose. Ça va être bah, la glace qu'on m'a volée au magasin. Ça m'a peut-être Mm. traumatisé, je ne sais pas. Mais toutes les Ouais. choses viennent petit à Ouais. petit. Et quand ça vient, quand l'information elle vient, c'est là qu'il faut la traiter. Mais il y a des outils très simples et rapides pour ça. Hein. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il faut déjà avoir un déclic en fait. Et je pense que le plus dur, c'est d'avoir un déclic parce que parfois, comme on a dit tout à l'heure, des fois on est dans le déni. Donc, il, Bah, ouais. je sais pas si on peut parler de déclic. Parce que Mm. comme c'est dans le subconscient, Mm. il faut savoir que quand il y a des viols, même quand c'est adulte, c'est tellement violent que ça part on appelle ça de la mémoire traumatique. D'accord. J'ai eu de la chance d'être formée par Muriel Salmona qui a mis justement en exergue cette chose. Mm. C'est pour ça que même au niveau du consentement, c'est problématique. Mm. Parce qu'en fait, on ne s'en souvient pas. Tu ne t'en souviens pas. Clairement, tu es dans le flou Ok. total. Tu vois. Donc, Mm. c'est quand ça revient en fait par flashback, par des rêves, même des lapsus révélateurs. Il y a des choses comme ça qui reviennent. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Ok. J'en connais une. Je sais pertinemment, moi je le sais qu'elle a été sujet à des viols, Mhm. plusieurs, je le sais. Mais elle, quand tu lui poses la question, je lui posais la question, elle me dit, je sais pas, je rêve des fois, mais je sais pas si je rêve je sais pas si c'est vrai ou si c'est mon imagination. Ok. Tu vois? Parce Mhm. qu'en fait, c'est encore en mode flou.
C'est comme Mhm. un brouillard, en fait, tu vois pas trop ce qui se passe et tout. Et quand ce sera vraiment clair, là, tu pourras te mettre en action. Mais tant que c'est dans le flou, tu peux rien D'accord. faire, tu vois. Ok. Donc, on peut travailler sur ces comportements. Elle a des problèmes d'addiction, elle a des problèmes, enfin, elle a des tendances suicidaires. Mhm. Elle n'est pas bien, tu vois. On peut Mhm. travailler sur tous ces aspects-là, mais si on n'a pas réglé le problème de base, donc ce viol, ça va être Mhm. très compliqué. Ok. Mais, En tout cas, merci beaucoup. mais de Merci rien, mais de de nous avoir éclairés et de nous apporter en plus, en fait, sur... je pense que tout ça, ça aide, ça va aider, j'en suis sûre, ça va aider les victimes. Et merci beaucoup. Mais surtout, je voudrais que les gens sachent que il faut pas minimiser les actes. Mm, Là, on a parlé d'inceste. Enfin, c'est grave, c'est très grave. mm, Mais aucun acte n'est à minimiser. Quand j'entends des filles qui me disent: ah non, moi, c'est rien, j'ai juste eu des attouchements. Non, c'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, ta vie est chaotique à cause de ces attouchements. mm, Donc, aucun acte n'est à minimiser. Chacun a son ressenti face à l'acte. Il y a des personnes qui ont été violées, il y a des personnes qui ont vécu l'inceste. Aujourd'hui, elles se portent très bien parce mm. qu'elles ont été prises en charge dès le début. Oui. Dès le début, il y a eu l'information, les familles ont suivi, ils ont fait le nécessaire, il y a eu des suivis thérapeutiques qui ont été faits. Ces personnes aujourd'hui le vivent très bien. Mm, Mais une personne qui a vécu des attouchements et qui a refoulé toutes ces émotions-là, donc qui est en mode trauma, en mode traumatisme, donc qui a une vie depuis 10, 15 ans, 20 ans avec des comportements complètement chaotiques, mm. on ne peut pas minimiser l'attouchement. C'est juste un attouchement d'après elle. C'est rien ça, c'est juste un attouchement. Mm. Je ne me suis Ouais. pas fait violer. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses plus graves. Non. Et les agressions les abus sexuels ne sont pas forcément liés à une agression. Mm, À partir du moment que un homme il prend ta main et il la met sur son sexe, mm. tout gentiment, hein, il te Oui. caresse, il te dit tiens, mets ta main dessus, et tu le fais, et derrière tu es choqué, excuse-moi, c'est grave, il n'y a pas eu Ouais. agression là, Ouais. mais c'est quand même un acte sexuel non consenti. C'est important hein, de ce que tu dis. C'est important parce que des fois, on a tendance à, pas nous, hein, mais par exemple, par exemple, on peut être sous le choc et on va en parler peut-être à l'entourage qui va dire, oh non, mais tu te fais des films. Enfin, on a tendance à banaliser alors que non, il ne faut pas justement. Oui, on le banalise, nous qui sommes à l'extérieur, mais la personne qui l'a vécu, comment elle l'a Mm, ressenti. C'est ça mm. en fait la question. Ouais, C'est que nous, si jamais on a vent de ça, c'est comment toi tu l'as ressenti, ouais, comment est-ce que tu l'as perçu, ouais. tu vois. Mm, C'est ça en fait le plus important. Peu mm. importe l'acte, c'est comment la personne elle l'a ressenti et comment elle l'a perçu. Ouais, C'est ce qui crée le trauma, tu vois. oui. Parce que en vrai, l'acte en lui-même, c'est rien, j'ai envie de Mhm. te dire. Oui. Mais comment elle l'a perçu? Mais elle a peut-être été dégoûtée. Mais en plus, on se focalise vraiment sur l'acte en lui-même, le toucher. Mm, Mais le cerveau, il a enregistré l'environnement, mm. l'odeur, même dans le parc, tu vois. Donc, en fait, Oui. cette personne, elle peut développer la peur du parc. Mm. Elle veut pas aller dans un parc. Mais des années plus tard, tu lui dis pourquoi tu veux pas aller dans un parc, elle-même saura même pas pourquoi. Ouais. Tu vois. Mais quand tu fais un travail avec elle, on va se rendre compte qu'effectivement, son cerveau, en tout cas, s'est rappelé que elle a vécu un épisode traumatique, un choc émotionnel dans le parc, Mhm. lié à, tu vois. Donc, il n'y a rien à minimiser. Il faut pas. Et nous, en tant qu'accompagnants, en tant que peut-être copine, sœur ou autre, il faut pas s'attarder sur le fait. Il faut s'attarder sur elle et sur ce qu'elle a ressenti. C'est ça le plus important. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tous ces éclaircissements qui vont nous aider, hein, parce que ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. Donc, merci beaucoup. Mais de rien, Abiba. À bientôt, ma belle. À bientôt. Et retrouvez-la sur sa page Instagram. C'est Ah, Atumata j'en profite si Sisako. tu permets. Oui, vas-y. Oui, alors sur ma page Insta, tous les mois, je fais des ateliers confidence entre femmes où j'ai un groupe de femmes où on aborde divers sujets en mode thérapie. Et au mois de janvier, j'organise 3 jours sur les traumatismes sexuels. Donc pendant ces 3 jours-là, on va faire un vrai travail de fond en express.
Et bah, on garantit en fait la fin de ce cauchemar, en tout cas. Et j'ai la chance et l'honneur d'avoir mon formateur et superviseur avec moi pour l'occasion. Donc, il y aura par contre que 10 places. Donc, si quelqu'un en tout cas est intéressé par le sujet, déjà, je fais un Zoom vendredi soir Ok, parce que c'est quand même intime. Donc, le vendredi soir, je fais un Zoom où on pourra en parler. Et s'il y a des victimes qui veulent juste libérer la parole, welcome. Donc, ok. voilà. Merci beaucoup. De rien, ma belle. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous. Alors, c'est la fin de ce live. J'espère que le live vous a plu. Merci pour vos commentaires, enfin, votre participation. C'est la fatigue qui parle là. Merci beaucoup. Merci à Nelly, merci à Timata. Et comme je dis toujours, c'est important là, de libérer la parole. Et comme j'ai dit aussi à Nelly, le fait de témoigner, elle, va aider beaucoup d'autres personnes à témoigner et à se rendre compte que c'est pas de leur faute, c'est pas normal et c'est très important. Donc, merci à vous. Je vais laisser le live sur ma page Instagram et moi, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, mais également sur YouTube. Il y a le blog abibaousmane.com et la page Facebook également, Habiba Ousmane. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.